Bonsoir. Le pessimisme est de mise ce soir en Bosnie à 24 heures de l'entrée en vigueur théorique du cessez-le-feu. L'OTAN a procédé sans succès à un raid de représailles contre les Serbes. Les avions de l'Alliance Atlantique ont dû rebrousser chemin en raison du mauvais temps. Il s'agissait de répliquer aux bombardements serbes, notamment sur un camp de réfugiés dans la région de Tuzla. Bombardements qui ont fait au total 14 morts, dont 9 enfants et un bébé. Michel Scott. C'est le bombardement le plus meurtrier sur des civils depuis celui du marché de Sarajevo l'été dernier. Au moins 8 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées et une cinquantaine d'autres blessées par une bombe à fragmentation serbe tirée ce matin sur le camp de réfugiés de Zvinice en zone bosniaque, lequel compte en majorité des familles originaires de Srebrenica et Zepa. Un bilan approximatif, les hôpitaux de la ville de Tuzla, toutes proches, sont débordés. L'aéroport a également été visé par les tirs qui se sont poursuivis toute l'après-midi. C'est mardi que l'accord de cessez-le-feu, premier acte de la paix en Bosnie, doit théoriquement entrer en vigueur. Les belligérants ont donc décidé pendant les heures qui leur restent de consolider leur position sur le terrain, voire de grignoter ce qui peut l'être encore. Du coup, les combats ont redoublé de violence dans le nord-ouest du pays où les Serbes tentent de briser l'avancée croato-musulmane. Des avions partis de Banja Luka auraient bombardé les positions bosniaques près d'Otaka et Bosanska Krupa hier, tandis que les duels d'artillerie ont repris aujourd'hui dans tout le secteur. Les Serbes accusent même les Croates d'avoir envoyé 8000 hommes en renfort dans la zone de Bihac. Pendant ce temps, à Sarajevo, on attend toujours le plein rétablissement du gaz et de l'électricité, condition sine qua non du cessez-le-feu. Dernier bilan donc de ces bombardements serbes dans le nord-est du pays, 14 morts dont 9 enfants. Politique, Alain Madelin retrouve sans surprise dès le premier tour son siège de député, un mois après son éviction du gouvernement. L'ancien ministre de l'économie gagne 3 points par rapport à 93 avec 61% des suffrages dans sa circonscription de l'Ille-et-Vilaine. Mais la participation a été très faible. La rentrée de Nicolas Sarkozy, l'ancien ministre qui était l'invité de 7 sur 7, réaffirme son soutien au gouvernement. Les proches d'Édouard Balladur n'ont pas l'intention de jouer la division, dit-il. Nous l'écoutons. Nous n'allons pas faire de parti politique nouveau, ni de courant. Pour la raison simple, c'est que ça ajouterait à la confusion. Si les choses allaient très bien, notre devoir serait de soutenir le gouvernement. Comme elles ne vont pas forcément très bien, c'est encore plus impérieux de notre part. Mais soutenir ne veut pas dire silence. Soutien ne veut pas dire acceptation de tout. J'ai donné un certain nombre d'exemples où nous nous battrons de l'intérieur du RPR pour faire avancer les choses, pour que le gouvernement écoute sa majorité. Le gouvernement a besoin de sa majorité, nous soutenons le gouvernement, mais il faut qu'on sache travailler ensemble. L'inquiétude des marchés d'échange en cette fin de week-end. Je vous rappelle que le franc a perdu 4 centimes dans la seule journée de vendredi dernier face aux marques. Les responsables français ont multiplié les déclarations rassurantes ces derniers jours. À noter que le ministre de l'économie, Jean Arthuis, s'en est pris aujourd'hui aux spéculateurs qui gagnent leur vie en suscitant des tensions et des crispations, dit-il, qui prennent leur plus-value et puis s'en vont. Fin de citation. À Washington, les responsables des plus grands pays industrialisés ont appelé à la réduction des déficits budgétaires pour faire baisser les taux d'intérêt. Les attentats en France, pas de commentaire de l'Élysée après la révélation qu'un premier message du GIA a été adressé à Jacques Chirac en août dernier pour lui demander de se convertir à l'islam. L'ambassade de France en Algérie a confirmé avoir reçu cette missive. Les services de police travaillent toujours à l'identification de la revendication, notamment du tampon du GIA. J'ajoute que la piste locale est privilégiée dans l'enquête sur l'attentat qui a endommagé la voie ferrée de Marly-le-Roi la nuit dernière. Un rapprochement est fait avec une autre explosion, celle qui avait visé un transformateur EDF de la ville voisine de l'Étang-la-Ville en septembre dernier. Une autre explosion ce soir dans un quartier de Mulhouse. Un engin artisanal a ravagé une boutique dans un quartier de la ville. Mardi dernier, un engin similaire avait explosé dans une station-service. Je vous rappelle que des échauffourées nocturnes secouent régulièrement les quartiers populaires de cette ville depuis une quinzaine de jours. 1200 personnes dans les rues de Paris contre l'avortement. La manifestation était organisée à l'initiative de l'association Renaissance catholique. À l'étranger, un procès qui mobilise les défenseurs des droits de l'homme dans le monde entier, celui de la jeune Sarah, immigrée philippine aux Émirats arabes unis. Sarah avait tué son employeur qui l'avait violée. Elle a été condamnée à mort en première instance. Le procès en appel s'ouvre ce lundi. Liseron Boudoul. Devant la mobilisation que l'histoire de cette jeune Philippine condamnée à mort suscite en France, l'ambassade des Émirats a répondu hier en achetant une demi-page de publicité dans la presse quotidienne. Les Émirats dénoncent la médiatisation à outrance. Selon ce communiqué, Sarah Balabagan aurait 29 ans, comme l'atteste son passeport.
C'est un passeport falsifié par une agence de recrutement pour contourner les lois sur les mineurs, maintiennent les défenseurs de Sarah, qui ajoutent qu'elle n'a que 16 ans. À l'origine de l'affaire, un triste fait divers. L'année dernière, Sarah tue son employeur de 34 coups de couteau. Elle l'affirme qu'il l'a violée. Un premier procès la condamne à 7 ans de prison. Le président des Émirats annule la sentence, trop clémente pour lui. Le tribunal islamique vote alors la peine de mort pour meurtre prémédité. Mais derrière cette affaire criminelle, le sort de Sarah prend valeur de symbole. Des comités de défense se créent et sa condamnation intervient alors même que s'achève à Pékin la conférence sur le droit des femmes. L'histoire de Sarah est devenue emblématique. Ce week-end, de nombreuses personnalités ont demandé au gouvernement français d'actionner tous les leviers diplomatiques possibles pour que Sarah soit épargnée. Ouverture du procès en appel donc demain lundi. Échec des opérations de recherche des 2 alpinistes français disparus dans l'Himalaya. Benoît Chamou et le guide chamoniard Pierre Royer n'ont pas donné signe de vie depuis jeudi. Les spécialistes du secours en montagne sont pessimistes. Julie Beau. S'ils sont encore vivants, Benoît Chamou et Pierre Royer devront compter sur eux-mêmes. Les conditions météorologiques sont très mauvaises. Si le temps le permet, la prochaine expédition de secours partira en hélicoptère demain matin. Mais ensuite, les Sherpas et les 3 alpinistes devront rallier le sommet par leurs propres moyens. Il leur faudra au moins 36 heures. Sans vivre, sans réchaud pour faire fondre la neige et se réhydrater, les 2 alpinistes ne pourront plus tenir très longtemps. Le froid, le manque d'oxygène atténue considérablement les capacités physiques et intellectuelles et le mont Kachenjunga ne pardonne pas la moindre faiblesse. C'est le 3e sommet du monde, c'est un sommet donc très élevé, plus de 1500 mètres, et très complexe, mélange de glace, de rochers. Mais pour leurs amis, même si les chances de les retrouver vivants s'amoindrissent, il ne faut pas perdre espoir. En 92, l'alpiniste Jean-Christophe Lafaille avait survécu pendant 5 jours avec un bras cassé sur les pentes d'un autre sommet himalayen, l'Annapurna, et il avait pu rejoindre son camp de base. Sport, doublé espagnol au championnat du monde de cyclisme en Colombie. Abraham Olano l'emporte au terme d'une course haletante et avec une roue crevée. Il devance Miguel Indurain. En l'absence de Laurent Jalabert, le premier français Richard Virenque et 6e David Berger. Jamais une course de championnat du monde ne s'était déroulée sur un circuit aussi difficile. 265 km à parcourir à plus de 2500 mètres d'altitude. Un parcours composé essentiellement de côtes et de faux plats. Seul un coureur d'exception pouvait prétendre à la victoire. Effectivement, à 17 km de l'arrivée, la majorité des participants a déjà abandonné et tous les hommes forts du cyclisme actuel sont aux avant-postes. Indurain, Pantani, Gianetti et le français Richard Virenque. Mais tous ces favoris sont en fait des poursuivants, car le futur champion du monde les précède d'une trentaine de secondes. L'Espagnol Abraham Olano, 25 ans, 2e du dernier Tour d'Espagne derrière Jalabert, 2e mercredi lors des championnats du monde chronométrés derrière Indurain. Cette fois, Olano s'est montré le plus fort, allant même jusqu'à défier le mauvais sort. Même une crevaison n'a pas freiné son élan. Pour la première fois dans l'histoire des championnats du monde sur route, un Espagnol est couronné. Olano succède au palmarès au français Luc Leblanc. Miguel Indurain décroche la médaille d'argent devant l'Italien Pantani. Le premier français Richard Virenque, 3e l'an dernier, termine à la 6e place. En tennis, décidément, le tournoi de Toulouse réussit à Arnaud Butch. 2 ans après son premier succès, il s'est à nouveau imposé en finale. Cette fois face à Jim Courier, tête de série numéro 1, David Berger. Il y a 2 ans, Arnaud Butch remportait le tournoi de Toulouse. Depuis cette victoire, aucun Français n'avait réussi à gagner une finale. Le tennis français masculin privé de toute consécration jusqu'à cet après-midi. Et c'est encore Arnaud Butch, le numéro 1 national, qui inscrit son nom au palmarès du tournoi de Toulouse. Face à la tête de série numéro 1, l'Américain Jim Courier, qu'il n'avait jamais battu auparavant. Butch a pris beaucoup d'initiatives, de fréquentes montées au filet et des points gagnants. Un style très offensif récompensé par une victoire en 3-7, 6-4, 6-7, 6-0. Une 3e manche remportée facilement mais à l'agonie, car le Français victime de crampes ne pouvait presque plus courir. Mais fort de son succès la veille contre son partenaire d'entraînement, le Suisse Marc Rosset, Arnaud Butch a retrouvé un mental de gagneur. Cette victoire, la 3e de sa carrière, devra lui permettre de revenir parmi les 20 meilleurs joueurs du monde.
Un mot de football enfin, Eric Dimeco, nouveau capitaine des Bleus. C'est lui qui portera le brassard mercredi contre la Roumanie, un match capital en vue de l'Euro 96. Dans les buts, Fabien Barthez fêtera sa seconde sélection. Le reste de l'équipe n'a pas été dévoilé. Fin de cette édition, bonne fin de soirée, bonne nuit. La météo fait la fête avec les hypermarchés géants. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, le temps pour la semaine prochaine se résume en 3 mots. Ça va durer. Explication avec les images du satellite. Le magnifique anticyclone qu'on a en ce moment sur le pays et qui est d'ailleurs sur toute l'Europe reste. Regardez même, il repousse très loin cette perturbation. On va le garder au moins jusqu'à vendredi. Ceci ne fera qu'effleurer nos côtes. Alors voici le temps prévu par Météo France pour cette semaine. Déjà pour la moitié nord, cette perturbation donc effleurera le nord-ouest sous forme de quelques nuages lundi, de quelques gouttes mardi sur la Bretagne, mercredi aussi quelques nuages de la Bretagne jusqu'à l'Artois, et puis jeudi plus on va vers le sud plus on a de soleil, vendredi temps magnifique avec quelques brumes ou brouillards le matin sur les plaines du nord-est. Les températures, regardez, magnifiques, elles oscillent entre 21 et 23 degrés, on est bien au-dessus évidemment de ce que l'on devrait avoir. Pour la moitié sud, plein soleil toute la semaine, avec simplement quelques entrées maritimes, c'est-à-dire quelques passages nuageux sur le Languedoc-Roussillon, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Méfiance si vous êtes dans la vallée de la Garonne, vous risquez d'avoir quelques brumes ou brouillards matinaux. Les températures, regardez-moi ça, une moyenne de 24 à 25 degrés, qui dit mieux. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine que vous commencerez avec Alain Gillot-Pétré. Bonsoir, dormez bien, à bientôt. Avec Géant, j'ai envie d'un ciel en fête.